Donc, bonjour à tous. Donc, la présentation s'appelle le combat contre l'atrophie technique. Alors, déjà, on remercie les sponsors. Moi, j'aime bien parler. Et du coup, on les remercie parce qu'ils me donnent l'occasion de pouvoir parler, vous parler aujourd'hui. Donc, merci à eux. Et puis, merci également aux partenaires d'Agile en salle. Donc, moi, c'est Nico. Donc, j'avais un problème. J'ai jamais vraiment aimé l'école. Euh, Mais j'ai grandi dans la Silicon Valley et du coup, ça m'a permis d'être bien entouré de gens expérimentés très tôt. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à développer du soft à l'âge de 12 ans et ma carrière professionnelle commence à l'âge de 16 ans dans la Silicon Valley. Donc j'ai passé 10 ans à coder professionnellement dans la Silicon Valley où j'ai travaillé notamment pour Apple. Mes langages dans lesquels je suis fluent sont le Ruby, le Python, le JavaScript, le Java, le PHP et plein d'autres que je n'ai pas mentionnés. Et comme beaucoup d'agilistes avant moi, mon langage préféré de programmation, c'est le Ruby, parce que le Ruby me traite comme un adulte et me permet de faire un peu tout ce que je veux. Chose que je dois mentionner très rapidement, c'est que je suis américain et bien que je n'ai pas d'accent quand je parle français, je suis quand même beaucoup plus je parle beaucoup mieux en anglais qu'en français et du coup ça me demande un effort supplémentaire et du coup des fois vous allez voir que ça me prend un peu plus de temps que normal à trouver mes mots. Voilà, je suis américain et du coup on va dire que c'est pour ça. Euh, donc, je suis revenu en France parce que je suis tombé amoureux d'une Parisienne. Et en arrivant en France, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que, bon, c'est très bien, l'agile commence à venir en France et on parle de mindset, on parle de culture, on parle de ces choses-là. Et bien entendu, ces choses-là sont très importantes et du coup, je suis très content qu'on en parle. Mais il y a un point sur lequel on parle pas suffisamment aujourd'hui, je trouve, c'est l'excellence technique nécessaire pour faire de l'agile correctement. Donc, j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Gembani et c'est justement sur ce créneau-là qu'on se positionne. Nous, on est des experts techniques dans tout ce qui est nécessaire pour faire de l'agile de manière cohérente, globalement. Donc, rentrons directement dans le sujet. C'est quoi l'atrophie? Donc, l'atrophie, une dernière chose, euh, je préfère faire ces trucs en live parce que je peux créer une interaction avec les gens qui m'écoutent. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai dans mes oreillettes Sébastien qui, si jamais il trouve qu'il y a une question pertinente qui est posée dans le chat, eh bien, il m'interrompra pour qu'on puisse avoir un vrai échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et j'essaierai de les traiter au fil de l'eau. La présentation elle-même prend moins d'une demi-heure, donc on a du temps pour échanger également, et c'est un peu le but de l'exercice. Donc, repartons sur la définition de l'atrophie. L'atrophie, c'est quoi? C'est une diminution acquise de poids ou de volume d'une cellule, quand on parle en biologie. Ça peut aussi être une perte ou un affaiblissement d'une faculté, par exemple l'atrophie de l'intelligence, ou ça peut être une réduction de l'activité, par exemple l'atrophie d'une industrie. Et du coup, quand on applique le terme atrophie au soft, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on n'avance plus. Donc, avant de pouvoir parler de ce problème-là, il faut d'abord savoir le mesurer. Tout ça, enfin, le code, c'est quelque chose qui est très abstrait. Et quand on n'est pas développeur, peut-être qu'on ne se rend pas compte des problèmes d'atrophie technique. Et du coup, on a des métriques qui nous aident à la mesurer. Donc, ces métriques, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous les connaissez déjà. La vélocité, donc ça, c'est le nombre de points d'effort terminé à 100% dans un sprint. Alors, une chose que je dois rappeler, c'est qu'on on compte seulement les points d'effort sur les fonctionnalités qui ont été rajoutées. Donc, si je suis en train de réparer des bugs, par exemple, on ne gagne pas de points. Et je vous expliquerai pourquoi ça c'est très important dans quelques secondes. Et l'autre métrique qui nous aide à mesurer l'atrophie, c'est la volatilité. Donc, juste pour illustrer la volatilité, là, on a un petit exemple. Donc, le premier sprint, l'équipe technique a fait 0 points.
Le deuxième sprint, ils en ont fait quelques-uns. Le troisième, bah, ils en ont fait très peu. Le quatrième, ils en ont fait peu. Et puis le cinquième, bon, bah, ils sont allés très très vite. Il y avait une grosse deadline imposée par le marketing, donc ils ont fait 30 points. Mais on voit bien que la semaine d'après, eh ben, ils étaient en réalité en train de réparer le travail du sprint 5 et du coup, ils ont fait 0 points. Donc, pourquoi c'est important de compter seulement les points sur les fonctionnalités ajoutées? Bah, c'est justement parce que une équipe technique travaille à longueur de journée. Donc, si on comptait des points sur tout, eh bien, toutes les semaines, ils auraient à peu près 25 points. Et du coup, bah, en fait, ça serait la même chose que de mettre sous le tapis un problème d'atrophie technique qui existe dans notre code. Et du coup, voilà, il faut compter les points seulement sur la valeur ajoutée au client. Euh, donc, les conséquences d'une forte volatilité, bah déjà, l'équipe technique, elle ne sait pas quand les choses vont être finies. On n'est même pas, on n'est même pas proche de savoir, puisque si une semaine on fait 20 points et la semaine d'après on en fait 0 et celle d'après on en fait 60, on ne peut pas savoir quand on aura fini 30 points, parce que ça va dépendre de la volatilité. Et du coup, les estimations chez les développeurs deviennent fausses de plusieurs ordres de magnitude. Un petit truc qui on pensait allait prendre 2 jours, et bah 3 mois plus tard, c'est toujours pas fini. Donc l'autre, on peut aussi regarder juste une courbe de vélocité. C'est-à-dire là, on voit bien que sur ce projet-là, les premiers 10 jours, et bah, ça allait très très vite. Et après, au cours du temps, la rapidité du développement s'est réduite de manière assez conséquente. Au bout de 90 jours, vous voyez bien que on avance pratiquement plus du tout. Donc, comment ça s'est passé? Comment on en est arrivé là? Donc, il y avait à une époque le modèle en V. Et le modèle en V, c'était quoi? Bah, c'était, on prenait 3 semaines, pardon, on va dire 3 mois pour faire des dessins au tableau, pour designer l'application, pour designer l'architecture de l'application et designer un peu le côté fonctionnel de l'application. Ensuite, on prenait 3 mois pour développer l'application et ensuite, on avait 3 mois pour tester et pour raffiner l'application pour pour qu'elle fonctionne correctement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec l'agile? On a simplement dit, au lieu de faire ces phases-là 3 mois, 3 mois, 3 mois, on va réduire la taille du batch, on va faire tout ça en 2 semaines. Et du coup, mais le problème, c'est que souvent, du coup, on oublie certaines phases du développement informatique. Donc, le développeur lui-même, il a tendance à être focalisé sur les fonctionnalités. Quand il n'est pas formé, il a l'impression que la valeur qu'il apporte est comptée en fonctionnalité et du coup, il va trop souvent se focaliser sur des fonctionnalités. Non seulement ça, mais le management aussi a tendance à lui mettre de la pression pour délivrer des choses que le client veut. Et du coup, le développeur lui-même, il a tendance à le faire, et puis le management a tendance à le pousser dans cette direction-là. Et du coup, bah, des fois, il ne teste pas suffisamment bien son code, et des fois, il trouve des solutions à la va-vite pour ne pas prendre du retard par rapport aux estimations. Et du coup, en faisant ça, il prend des raccourcis et il est la cause de l'atrophie. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler du terme la dette technique, ou je ne sais pas, en tout cas, la dette technique, c'est les conséquences des actions prises par les développeurs pour gagner du temps, mais qui en fait leur créent de la dette. Donc, la dette, c'est OK, on a le droit de l'avoir de la dette. Dans tout projet, il existe de la dette. Mais c'est comme la dette financière. C'est pour ça que c'est très intéressant comme concept, le mot dette technique, parce que bah, si tu as trop de dettes financières, eh ben, tu passes ta vie à payer pour les intérêts et du coup, tu ne payes plus, tu payes plus le vrai truc. Quoi. Et c'est pareil dans le code. Si tu vas trop loin avec la dette, eh ben, ton projet peut complètement s'arrêter. Alors, les papas de l'agile disent que du code qui est de la dette technique, c'est du code qui n'a pas été écrit en test-driven development, en développement dirigé par les tests. Bon, beaucoup de boîtes en France, enfin, et partout dans le monde d'ailleurs, on n'en est pas là. Quoi. Donc,
Comment on réagit à l'atrophie? Alors, déjà, les optimisations prématurées. Donc, un développeur qui a passé 6 ans à, devoir gérer de la dette technique tous les jours et à être dans un projet dégueulasse où il ne trouve pas son plaisir et il perd un peu sa passion des choses bien faites, et ben, il va avoir tendance à aller totalement à l'inverse. C'est-à-dire, j'aime bien l'analogie de la voiture qui perd le contrôle dans un sens. Tu perds le contrôle dans un sens, tu tournes tout volant, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas perdre le contrôle dans l'autre sens. Et bah, c'est exactement ça, les optimisations prématurées. C'est-à-dire que le développeur va essayer de prédire tout l'avenir pour créer aujourd'hui, pas le besoin d'aujourd'hui, mais le besoin de demain, d'après-demain, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. Sauf que la réalité, c'est qu'en fait, il ne connaît pas le besoin de demain. Donc, tout l'art du développement informatique en agile, c'est de résoudre de manière la plus simple possible le problème qu'on a aujourd'hui, pas demain. Un des meilleurs CTO avec lequel j'ai jamais travaillé, à chaque fois qu'on avait des discussions techniques, une des questions qu'il me posait très très régulièrement, c'était est-ce qu'on a réellement besoin de résoudre ce problème aujourd'hui? Et la réponse était très souvent non. Et du coup, on déférait parce qu'on avait suffisamment de travail à faire aujourd'hui qu'on ne devrait pas se préoccuper des problèmes qu'on aura demain. L'autre problème, du coup, un projet devient complètement atrophié et complètement moche, et du coup, l'autre solution auquel on trouve, c'est Big Bang, on recommence tout. Ah non, 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 c'était tellement nul ce qu'on a fait avant, mais là, ça y est, on va y arriver. Recommençons à zéro et ça ira bien. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que déjà, il faut vendre au management qu'on va prendre 6 mois à réécrire l'application. Ça, déjà, good luck. Et même quand ils y arrivent à le vendre, le problème, c'est que au bout de 4 mois, on a développé la plupart des fonctionnalités, mais on se rend compte qu'on a pris du retard sur ces 6 mois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, les 2 derniers mois, on va recommencer à coder à la va-vite. Et du coup, on aura perdu 6 mois à réécrire une application et la base et la qualité du code n'aura pas augmenté de manière significative. Et du coup, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, les devs, ils en ont marre, ils en peuvent plus et ils partent en burn-out. Les plus passionnés partent en burn-out et les moins passionnés, ou bien ils changent de boîte et ils vont voir si les choses se passent mieux ailleurs. Et malheureusement, bah, ça se passe pas souvent mieux ailleurs, en vrai. Et du coup, après, ils vont faire du management, quoi, parce qu'ils en peuvent plus. Même les passionnés, même les passionnés. Donc, je vais rappeler des valeurs clés de l'agile. Donc, le Big Bang, c'est pas agile parce que c'est prendre un grand risque. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de prendre des petits risques mesurés. Et une autre valeur clé de l'agile, c'est d'investir dans ses employés. Donc, le développeur par lui-même, il a tendance à vouloir faire des fonctionnalités plus qu'à travailler sur la dette parce qu'il a l'impression que c'est ça qui est valorisé. Donc, comment on va faire pour lui montrer que ce n'est pas le cas? Donc, je fais un petit rappel pour certains et pour d'autres, je leur dis. Euh, donc, les parents de l'agile, donc qui étaient tous des développeurs, tous, ils savent ces choses-là. Ils savent que pour pouvoir faire de l'agile, on a besoin d'une base de code claire et lisible. Donc, on va favoriser des frameworks haut niveau parce que ça nous permet d'écrire du code qui est plus proche du métier. Donc, on va favoriser des frameworks du type Ruby on Rails, du type Django, du type Ember.js. On va tester notre code à plusieurs niveaux de granularité. Donc, on va pratiquer le TDD. Donc ça, il n'y a pas encore suffisamment de boîtes qui le font et on y travaille. On y travaille à leur montrer parce qu'une fois qu'un développeur a vraiment compris le TDD, bah, il devient infecté par l'idée. On parle d'équipes entières qui deviennent test infected, qui deviennent infectées par les tests. Et du coup, voilà. Donc, il s'agit de pairer suffisamment avec ces développeurs-là pour qu'ils comprennent la valeur du TDD. Et ensuite, c'est eux-mêmes qui deviennent les évangélistes de ces pratiques-là. C'est une chose que j'ai dû voir dans ma carrière au moins une cinquantaine de fois.
Donc, il faut des serveurs d'intégration continue. Bon, ça, je pense que la plupart des gens le savent. Il faut qu'un nouveau dev puisse s'intégrer rapidement. Moi, par exemple, quand je suis dans une boîte, la première chose que je fais, c'est que je clone la repo. Et si je suis pas en train de coder dans 10 minutes, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, ça veut dire aussi qu'on a la responsabilité avec toute l'équipe et on a des équipes cross-fonctionnelles, c'est-à-dire on n'a pas une équipe front, une équipe back, une équipe de test. Chacun dans chaque équipe est capable de faire une grande partie de toutes ces tâches-là. Alors, le problème, pour arriver à avoir des équipes cross-fonctionnelles, on a encore on a un problème, c'est tant qu'on n'a pas des tests à plusieurs niveaux de granularité et qu'on n'a pas des devs qui peuvent être intégrés facilement, le change over time, c'est-à-dire le temps que ça prend pour un ingénieur front-end de commencer à faire du back-end et vice-versa, est trop élevé. Et du coup, on spécialise les gens. Mais la réalité, c'est qu'on les spécialise non pas parce que c'est une réalité en soi du développement informatique, mais il y a de la dette, il y a de l'atrophie, et du coup, ça coûte trop cher d'avoir des équipes cross-fonctionnelles. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Sur ce slide-là, en général, j'ai des questions. Donc, Oui, oui. Alors, tu as quelques questions déjà. Le développeur agile n'est pas un pisseur de code. Il a la responsabilité de la qualité et de sa vitesse. Et dans ce cas-là, ne pensez-vous pas que la cause de l'atrophie est plus un manque de la bonne définition du rôle du développeur? C'est-à-dire, oui, du coup, ce que ça voudrait impliquer, ça, c'est que il passe pas assez de temps à, à définir avec les fonctionnels les fonctionnalités attendues. Oui, donc ça, c'est vrai aussi. C'est vrai que euh, on sait tous, on devrait savoir tous que, en fait, user story, c'est quoi? Bah, c'est un placeholder pour une conversation. Il ne suffit pas, enfin, si on fait de l'agile et que, en fait, il y a une personne qui écrit les spécifications, même s'il les a découpées en user stories, et ensuite il balance ça à l'équipe technique, forcément, il va pas y avoir, on n'aura pas développé une connaissance commune de ce qui doit être développé, et du coup, forcément, les attentes des fonctionnels par rapport aux résultats donnés par l'équipe technique n'aura pas de cohérence. Donc, effectivement, oui, un développeur, enfin, devrait être impliqué dans la rédaction des user stories pour pouvoir développer cette compréhension du problème commune. Donc, oui, une partie du problème, effectivement, c'est qu'on ne travaille pas suffisamment en équipe avec les fonctionnels. Ça Hmm. répond à la question, je pense? Bah après c'est suivi en fait. Donc du coup, il y a une deuxième Ok. question qui est le manque de motivation n'est-il pas quelque chose à travailler en équipe? Question. Si le problème vient du legacy de la dette accumulée, n'est-il pas d'améliorer la qualité progressivement? On y vient, oui, c'est exactement ça, c'est le prochain slide. Ensuite, est-ce que l'atrophie du code n'est pas le résultat de l'augmentation des ressources informatiques au cours des 20 dernières années? Si on n'avait que 60 kilos au lieu de 60 gigas en mémoire, comment serait le code? Il serait moche. Justement, en fait, justement, le fait que nos machines sont plus puissantes, c'est ça qui nous permet d'avoir des bases de code beaucoup plus claires et lisibles. À l'époque, quand tu avais 5 kilooctets pour toute ton application, tu étais obligé de prendre des raccourcis, tu étais obligé de mettre un P au lieu de mettre le nom d'une variable. Et du coup, non, non, c'est le contraire. C'est grâce au fait que au niveau hardware, on a pu avancer énormément, qu'on est aujourd'hui capable d'avoir des équipes énormes qui travaillent à la rapidité à laquelle elles travaillent, enfin les bonnes équipes. Donc non, non, si on avait très peu de mémoire, c'est justement une autre optimisation prématurée. Il y a beaucoup de développeurs qui vont optimiser pour la mémoire. Et en fait, à partir du moment où tu es en train d'optimiser pour la mémoire, alors que tu n'as pas validé qu'il y avait effectivement un bottleneck à cet endroit-là, c'est de l'optimisation prématurée. Un exemple concret, c'est beaucoup de développeurs Node t'expliquent qu'ils adorent le Node parce que c'est très rapide. Bah, en réalité, non.
en termes de rapidité, c'est aussi rapide, c'est en termes d'ordre de magnitude, c'est à peu près aussi rapide que tous les autres langages de scripting. Donc, donc c'est pas un bon argument pour choisir Node.js. D'autres questions? Peut-on dire que c'est aussi un problème de culture? Beaucoup pensent être agiles, mais on oublie les fondements. Aujourd'hui, on n'encourage pas forcément un code de qualité, on encourage à faire vite et livrer. Peut-être devrions-nous voir cette responsabilité de qualité chez le dev, mais aussi chez les PO, managers. Qu'en Ouais, pensez-vous? ouais, je suis complètement d'accord. L'agile est fondé sur des principes. C'est des artisans. Les premiers agilistes, c'est des artisans qui adorent leur métier de développeur et qui font très attention à la qualité. Euh, Toute l'industrie est devenue très grosse très rapidement, comme le lean avant. Comme le lean avant, c'est-à-dire que les premiers résultats, il y a des équipes qui vont très vite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La demande pour les gens qui sont bons dans ce framework, c'est-à-dire l'agile, augmente beaucoup plus rapidement qu'on est capable de créer des gens qui sont capables techniquement de montrer l'exemple dans le code. Et du coup, oui, ça crée, ça galvaude en fait le mouvement entier. Et enfin, c'est une des raisons pour laquelle je viens parler ici. C'est parce que c'est important de se souvenir d'où on vient. Il y avait un mouvement qui a été commencé par des développeurs récemment qui s'appelait hashtag I want my agile back. Je veux qu'on me rende mon agile. Et, et du coup, oui, la qualité, on a un petit peu perdu de vue l'essence de l'agile, c'est-à-dire la qualité du code. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va trouver des solutions pour que le management montre aux équipes techniques que la qualité c'est important et que pour que les ingénieurs eux-mêmes prennent ce temps justement pour améliorer la qualité. D'autres questions? Ou je continue? Alors, il y en a, oui, il y en a encore. N'y a-t-il pas un aspect manquant à traiter qui est l'environnement de l'équipe, de ses collègues, autres équipes, de challenging globalisé sur l'échelle de l'entreprise et pas que dans le cadre d'une équipe? Oui, alors scaler l'agile, c'est très difficile de toute façon. Ça devient, enfin, en réalité, même sur une petite équipe, le vrai problème, c'est un problème de distribution des connaissances et de l'information. Donc nous, en tant qu'ingénieurs agilistes, pour traiter ce problème à notre niveau, on fait beaucoup de pairing. C'est-à-dire, il est rare qu'un développeur travaille sans un autre développeur à côté de lui. Pour deux raisons. Un, quand tu fais du TDD, souvent tu vas oublier un cas et le développeur à côté de toi va dire hey gars, t'as oublié ce cas-là. Et du coup, tu vas dire tu vas lui donner le clavier parce que ça t'a frustré et lui-même va écrire le dernier test pour le dernier cas. Et en plus, ça résout le problème de distribution d'informations. Et à plus grande échelle, ce problème s'intensifie énormément. C'est très difficile. Enfin, culturellement, nous, on grandit très lentement. Et c'est ça qui nous permet de inculquer la culture agile chez tous nos développeurs. On n'a pas pour ambition de devenir 500 dans 3 ans. Alors, mes coachs à moi me disent que peut-être je vais un peu trop lentement, très bien, mais la raison pour laquelle je vais lentement, c'est parce que ça me permet de tranquillement inculquer les valeurs et les pratiques dans mes équipes. Donc, effectivement, si on passe de 5 à 50 en quelques mois, ça va être très compliqué d'avoir ce mindset de distribution de l'information où une équipe A, quand elle n'a pas compris un truc qui est nécessaire et que c'est l'équipe B qui gère ce truc-là, va aller directement voir l'équipe B pour en discuter, pour s'assurer que la distribution d'informations se passe correctement. Donc, à partir du moment où on essaie de scaler l'agile, euh, on essaie toujours de le faire trop rapidement. Moi, je crois en un truc qui s'appelle du bottom-up. Alors, il se trouve qu'il y a peu de monde qui peuvent l'appliquer. C'est-à-dire, au lieu de dire, OK, on va prendre, on va dire, OK, maintenant on fait de l'agile, on va prendre 50 coachs agiles, on va les mettre sur chacun des projets. Moi, je préfère une pratique qui s'appelle du bottom-up. Et c'est-à-dire que je préfère moi-même intégrer une équipe, une seule équipe. Sur 6 mois, un an,
les faire comprendre les valeurs et les pratiques du TDD, etc., sur une seule équipe. Et ensuite, chacun de ces personnes-là qui a passé un an avec moi serait en mesure d'aller en bottom-up transformer d'autres équipes qui n'ont pas encore compris toutes les pratiques techniques de l'agilité. Je pense, je vais continuer, hein, Oui, même si, oui, ouais, certains te proposent de continuer d'ailleurs. ouais, ok, je continue. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment faire pour appliquer les valeurs de l'agir et réduire l'atrophie technique sans pour autant faire de Big Bang, parce que on a bien vu, le Big Bang, ce n'est pas un petit risque mesuré, c'est un gros risque. Et du coup, bah, si on prend trop de gros risques, et ben, on n'avance plus. Mais par contre, si on prend pas de risque du tout, et ben, on n'innove jamais. Donc, comment fait-on pour trouver un juste milieu? Donc, nous, ce qu'on a trouvé, qui marche plutôt pas mal, c'est on a trouvé un truc qu'on a appelé un Tech Day. Et c'est un jour par sprint consacré à l'amélioration de l'écosystème de développement pour le développeur. Donc ce jour-là, le développeur n'est pas autorisé à travailler sur des nouvelles fonctionnalités. Et il n'a pas le droit de travailler sur des bugs non plus. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler sur du refactoring. Ah, ce bout de code-là, il est très moche. Il faudrait que je le répare. Il va créer et améliorer des tests automatisés. Il va améliorer l'automatisation en général. Par exemple, si les déploiements, ça prend 3 jours pour déployer une application, peut-être qu'il va essayer de chercher des moyens pour que ça se passe de manière plus facile. Et il a aussi le droit de développer des petits outils, des petits POC qui l'aideront dans son travail de tous les jours à débugger des problèmes qui arrivent souvent. Donc, le problème, c'est quand on dit à un dev, tu as une journée, et bah, surtout s'il est un peu en burn-out, il va refaire le monde dans sa tête. Il va refaire le monde. Et en fait, il va pas voir cette étape-là, il va voir où il voudrait arriver dans 6 mois. Et du coup, si tu fais pas gaffe, eh bah, le dev va commencer sur son gros truc qui, en fait, ressemble beaucoup à un Big Bang. Donc, comment on fait pour empêcher ce comportement ou au moins pas l'empêcher, mais essayer de l'empêcher, du moins, c'est qu'on va timeboxer l'exercice. Et on va dire, le but de l'exercice, c'est de l'apporter de la valeur aujourd'hui. Donc, on sait bien qu'on aimerait tous être là-bas et qu'on est ici, mais qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, en une journée, tout en pouvant merger ton commit en prod à la fin de la journée pour aller dans la bonne direction, pour aller vers là-bas. Donc, il se trouve que c'est très dur, mais du coup, comment ça s'organise? Bon, les devs, ils ont plein d'idées. Hein. Quand il s'agit d'améliorer leur écosystème de travail, c'est eux qui savent. C'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Et du coup, on commence avec un stand-up dans lequel les développeurs discutent entre eux et décident des priorités, voilà, de leurs priorités par rapport au développement, par rapport à l'amélioration de leur écosystème. Donc, ensuite, on va choisir les problèmes sur lesquels on va travailler et on va travailler en paire. C'est-à-dire, chaque développeur va travailler à deux sur un problème de données. Ensuite, on va résoudre ces problèmes et on va finir avec une rétrospective sur la journée et la rédaction d'un email. J'en parlerai un peu plus tard. Du coup, on a trouvé un rôle qui est important. Donc, quand moi, je vais sur place chez les clients, quand mes équipes vont sur place chez les clients, souvent, c'est nous qui prenons ce rôle-là. C'est le rôle du tech lead. Alors, ça peut être moi, mais ça peut être n'importe quel autre dev expérimenté. Et lui, son rôle principal, ça va être de s'assurer que la règle d'or est respectée. Parce que le dev, il va avoir tendance à vouloir trop faire. Et du coup, toutes les heures, toutes les 2 heures, il faut venir challenger ce sur quoi il travaille pour s'assurer que, en fait, il va réussir à merger son commit en prod à la fin de la journée. Et souvent, le dev est beaucoup trop ambitieux et il prend un programme qui est beaucoup trop large. Et du coup, il faut essayer d'arriver à le convaincre de ah ouais, mais tu vas aller là-bas, mais regarde, si tu vas jusqu'ici, c'est déjà mieux, non? Ouais, c'est déjà mieux. Ok, bah, et du coup, ça veut dire souvent réduire le scope
et la taille du problème pour que ça soit en fait réalisable dans la journée et pour que la valeur soit en prod dans la journée et pas lassée sur une branche qu'on touchera pas pendant 2 semaines et du coup qui sera immergeable plus tard. Donc, la rétrospective, elle sert à quoi? Bah, premièrement, elle sert parce que les premières fois qu'on fait des tech days, eh bah, personne n'y arrive globalement. Tout le monde a pris un problème qui était trop gros. Et du coup, il n'arrive pas à résoudre le problème dans le temps donné. Donc ça il faut en parler. Pour que l'équipe s'améliore à être timeboxée, à résoudre de manière créative des petits problèmes rapidement, il faut qu'on en parle. Et l'idée, c'est qu'en en parlant, peut-être, ah oui, si j'avais juste travaillé juste sur cette partie-là, peut-être j'aurais réussi. Donc, ça leur permet de s'améliorer. Ensuite, là, on est dans de l'innovation. Donc, souvent, il y a des gens qui vont expérimenter avec une nouvelle technique. Et ça serait dommage, encore une fois, on parle de distribution de l'information, ça serait dommage que cette information reste dans une paire alors que c'est une information qui serait utile à tous les autres devs de l'équipe. Du coup, il faut partager et distribuer cette information au reste de l'équipe. Et ensuite, on veut écrire un mail destiné au management. Donc, pourquoi on fait ça? Donc, le management, c'est très abstrait ce qu'on est en train de faire sur un tech day. Hein. C'est pas facile à comprendre. Et du coup, le but de envoyer ce mail, c'est que l'équipe réalise qu'en fait, ça a été utile le temps, et d'aider au management à aussi comprendre l'importance d'avoir ce genre de temps pour travailler et se focaliser seulement sur la technique. Donc, on va leur envoyer un email en leur expliquant ce qu'on a fait aujourd'hui afin d'assurer qu'ils nous laissent le refaire une prochaine fois. Parce que nous, en tant que techniciens, on sait à quel point c'est important. Donc, nous, on a fait, un de mes premiers clients, donc on avait commencé il y a 4 ans ou 5 ans, je sais plus. On a fait des tech days. Donc, au début, c'était difficile. Au début, c'était, quand je suis là, quand même, ça serait bien si l'équipe est toujours en train de travailler avec moi. Mais au fur et à mesure, non seulement est-ce que c'est devenu une pratique qu'ils ont gardée même après mon départ, mais par exemple, aujourd'hui, chez Arena Matrix, tout le monde pratique le TDD, qui est pour un développeur un peu le Graal du développement informatique. Donc, en expérimentant de temps en temps avec le TDD pendant les Tech Days, ils ont réussi à prendre l'innovation pour leur équipe qui était le TDD et l'appliquer en vrai tous les jours de leur travail. Ensuite, on a créé plein d'outils de debug, c'est-à-dire il y avait un problème où quand il y avait un problème qui arrivait, et ben, ça pouvait prendre 2 jours pour le dev de trouver le problème. On avait un pipe qui consistait de 6 systèmes différents et une information rentrait, elle était traitée par 6 systèmes différentes et elle sortait par ici. Sauf que quand il y avait un problème, eh bien, on ne savait jamais dans quel de ces 6 systèmes il y avait le problème. Donc, si on avait de la chance et que le problème était dans le premier système, bah, le développeur le trouvait rapidement. Mais s'il avait le malheur que ce problème était dans le 6e système, et bah, il pouvait passer 3 jours à résoudre le problème. Et du coup, un tech day, un dev est venu me voir en me disant, ah bah tiens, moi j'aimerais bien développer un outil qui nous permettrait de voir où dans ces 6 systèmes est-ce que un ticket donné a failé. Et du coup, il a commencé à faire un POC là-dessus. Et du coup, dans l'email de conclusion, on a montré le POC au management qui a tout de suite vu la valeur et qui a dit, ah bah oui, ça, si vous l'aviez, on perdrait beaucoup moins de temps. Et du coup, non seulement est-ce qu'on va vous laisser travailler là-dessus sur le Tech Day, mais en plus, on va intégrer ça dans votre sprint actuel pour qu'on puisse avoir cet outil rapidement. Donc, l'expérimentation arrive pendant le Tech Day et les expérimentations qui ont du succès, eh bien, sont intégrées progressivement au processus habituel. Voilà. Donc, la qualité du code, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grands de l'agile disent que tout code non écrit avec de TDD, c'est de la dette technique. Et du coup, maintenant, on fait du TDD partout. Et du coup, la qualité du code augmente de manière significative. Et du coup, la variance également
a été diminué de manière significative. Donc, on peut combattre l'attaque technique tout en restant en accord avec les valeurs de l'agile. Le timeboxing force le développeur à réfléchir de manière agile, de manière créative, résoudre un tout petit peu du problème à la fois. On améliore la qualité du code petit à petit et les améliorations combattent cette dette technique et on sort enfin tranquillement de l'atrophie technique. Voilà. Y a-t-il des questions? Quels sont les retours du management à ce mail de fin de rétro? Le retour du management. Euh, L'idée, c'est en fait d'expliquer avec des mots clairs et précis la valeur qu'on apporte sans parler de code. C'est-à-dire d'arriver à sortir de l'abstrait pour rentrer dans quelque chose qu'ils vont pouvoir comprendre. Et les retours, quand ça se passe bien, c'est ah bah on va en refaire des tech days. Donc à la base, quand on arrive et qu'on fait un premier tech day, il y a jamais, on n'est jamais sûr de pouvoir en refaire un. Donc il faut arriver à vendre la pratique. Euh, donc quand ça se passe bien et que la pratique est bien vendue, comme chez Arena Metrics, on a commencé, bah, on faisait un tech day tous les 2 mois, donc même pas un par sprint. Ensuite, on en a fait un par mois et ensuite, on en a fait un par sprint. Donc, grâce en partie à cette mail et cette communication, on a réussi à standardiser cette idée du Tech Day. Et en vrai, dans les meilleures équipes, le Tech Day n'est pas utile parce que c'est pas du just in time. Ça, c'est dans les équipes où on n'a pas réussi à résoudre les problèmes de dette technique au fil de l'eau. C'est quand on arrive dans un problème d'atrophie technique, et ben là, on est obligé de faire le Tech Day pour rappeler aux développeurs que non, 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 non. Oui, les features, c'est important, mais c'est pas la seule chose qui est importante. Donc, c'est un moyen de, 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 de rectifier, on va dire, le mindset pour avoir une équipe de meilleure qualité avec du meilleur code. Je crois que ça répond notamment à une question de Damien qui disait dans le cadre du bottom/top, ne faut-il pas se baser sur des résultats tangibles / des succès concrets pour convaincre l'organisation? Ouais, mais le problème, c'est que si t'es pas développeur, il y a pas de tangibilité possible. On n'est pas, c'est pas du McDo là ce qu'on fait. Le développement informatique, c'est un art. Euh, les développeurs qui pratiquent le TDD, qui pratiquent le pair programming, qui comprennent ces choses-là, ils le sentent en eux-mêmes à quel point c'est utile. Donc, le seul truc qu'on peut faire, la seule tangibilité qu'on peut trouver, c'est dans les équipes qui essayent et qui deviennent convaincus. Ça, c'est tangible. Mais le reste, c'est surtout que, en fait, les métriques à la base sont pas bonnes. Là, quand je vous ai montré la courbe qui faisait comme ça, et ben en fait, en réalité, c'est pas ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est au cours du temps, le développeur va avoir tendance à se donner plus de points pour les tâches plus difficiles. Et du coup, on ne verra même pas la courbe. Donc si effectivement on faisait les métriques correctement et si on savait le faire correctement et si le développeur n'avait pas tendance à augmenter ses estimations avec le temps, si tout ça c'était vrai, oui, on pourrait voir des résultats tangibles. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, c'est très difficile. C'est très difficile. Non, tout ce qu'on peut faire, c'est en accord avec l'agile, donner du temps d'expérimentation pour les développeurs et à travers l'expérimentation, là je vous ai montré un cas concret dans le cas d'Arena Metrics où l'expérimentation during the tech day a apporté de l'innovation et du coup en fait il faut juste essayer quoi. Que faire si certains devs de l'équipe sont réfractaires à la culture agile? Les valeurs TDD, Refacto? Alors, ouais, alors là, enfin, les gens qui sont réfractaires au TDD, c'est qu'ils ne savent pas le faire correctement. Le TDD, ça nous fait gagner du temps. Point. Donc, mais par contre, le problème, c'est que les informations sur le TDD, elles ne sont pas bonnes. Parce que n'importe qui peut écrire un article sur le TDD. Donc, il y a
plein de gens qui pratiquent le TDD de manière un peu inefficace. Et si vous avez vu des gens qui pratiquent le TDD inefficacement, eh ben, le dev va avoir tendance à dire, ah bah, le TDD lui-même, c'est inefficace. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. En fait, c'est juste parce que ils ont pas eu la chance de travailler avec des gens qui peuvent leur montrer. En fait, le TDD, c'est quoi? C'est la réduction de la taille du batch. C'est de la méthode scientifique. On parle aussi de hypothesis-driven development. C'est une approche scientifique liée au développement. Donc, une fois que tu as vu quelqu'un brillant le faire ou tu t'es assis avec quelqu'un qui est bon à le faire, très rapidement, tu vas être convaincu. Donc, les gens qui ne sont pas convaincus, c'est juste qu'ils n'ont pas eu la chance de travailler avec des gens qui étaient convaincants. Et c'est pas qu'ils n'existent pas, ces gens-là. C'est juste que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a trop peu. Il y en a trop peu. Et du coup, on peut se former par soi-même un petit peu, mais c'est un artisanat, le développement informatique. Enfin, comment on se forme au développement informatique pour de vrai, c'est pas à l'école qu'on se forme, c'est avec une relation entre un mentor et un mentee. C'est la seule manière de vraiment devenir bon. C'est pour ça on applique le pair programming énormément dans le développement pour permettre cette transition d'information. Globalement, j'ai dû former une centaine ou 200 personnes dans ma carrière au TDD. J'ai pas eu un réfractaire. Pas une seule personne qui ne voyait pas la valeur de ce qu'on enseignait. Donc voilà quoi. C'est pour le moment, à mon avis, que c'est pas bien enseigné partout. Alors, une question par rapport à la réponse que tu as donnée encore avant. Ouais. C'est moins de bugs, plus de facilité à les corriger, n'est-ce pas tangible? Oui, oui, c'est tangible, mais encore une fois, il faut avoir les métriques cohérentes euh, avant. Et dans les équipes qui sont pas agiles, la volatilité, tu la vois rarement. Le nombre de bugs, c'est difficile à mesurer et surtout, les impacts, ils sont pas directs. C'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui, c'est pas en commençant ce processus que même si tu as toutes les métriques du monde, que tu vas voir des résultats. C'est dans 6 mois ou dans un an. C'est pas aujourd'hui. Et du coup, il y a une notion de foi qui est importante. C'est-à-dire, si le management est trop cartésien, sur un domaine sur lequel en fait ils sont pas compétents, bah, on peut leur vendre bien sûr qu'il y aura moins de bugs, mais on peut pas leur vendre que les choses vont s'améliorer aujourd'hui. Par contre, ce qui est tangible, c'est le changement de mentalité dans leur dev. Ça, c'est tangible. Et oui, il y aura moins de bugs, c'est sûr. Mais est-ce que, enfin, c'est trop longtemps après. Il faut commencer aujourd'hui, et c'est trop longtemps après qu'ils vont voir les résultats s'ils regardent leurs metrics, en supposant avec l'hypothèse que leurs métriques aujourd'hui sont cohérentes. Et souvent, enfin, c'est pas le cas. Peut-être pour faire suite à ce que tu viens de dire, n'y a-t-il pas aussi un problème de transparence des techs, absence d'affichage de la dette et de priorisation? Ouais. Alors, bah, afficher la dette, c'est un problème. On voit pas la volatilité. Le dev a tendance à penser qu'il est payé en feature et pas en code. Et du coup, il a l'impression d'être payé en ligne de code. Et du coup, enfin, c'est un mindset qu'il faut arriver à casser. Enfin, moi-même, hein, à 16 ans, quand j'ai commencé à coder, je voulais coder vite. Je voulais coder vite pour montrer que j'étais bon. Et du coup, c'est un mindset qu'il faut casser. Oui. Alors après, pourquoi les devs ont tendance à pas être transparents? Bah, souvent, c'est parce que, déjà, oui, naturellement, on est comme ça arrive. Mais deux, aussi, la troisième fois que tu te prends une claque parce que tu as dit 3 semaines et que ça a pris 3 mois, tu vas plus dire 3 semaines, tu vas dire 3 mois, quoi. Et du coup, effectivement, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as toutes les équipes qui se mettent du padding. Et du coup, le management n'est pas capable de voir tout le padding. Et du coup, eux aussi ils mettent du padding en plus. Et en fait, tu as une estimation, c'est quoi? Bah, c'est du padding à chaque niveau de l'organisation. Et du coup, un truc qui devrait prendre une semaine, et bah, quand le PDG voit le truc qui devrait prendre une semaine, et bah, il y a écrit 6 mois dessus, quoi. Et ça, et pourquoi? C'est parce que tout le monde se protège. Euh, et oui, donc effectivement, il y a un problème de transparence, mais dans les deux sens. Une question, quel comportement peut-on avoir pour lutter
contre l'atrophie lorsque vous héritez d'un projet qui a tant de dettes techniques? Bah, ça, c'est faut avoir ce temps. Alors moi, quand j'étais en poste, comment je faisais? Je me faisais des mini tech days, donc je trichais. D'ailleurs, j'ai envie d'écrire un truc là-dessus, mais je l'ai pas encore fait. Je trichais, c'est-à-dire quand on me demandait une estimation, souvent je me donnais un peu de padding moi-même pour pouvoir passer 2 heures à faire du refacto. Et du coup, je trichais un peu. Je me donnais 2 heures de refacto tous les jours, on va dire. Et du coup, assez rapidement, bon bah, moi je crois que ça m'a pris, on va dire 18 mois dans mon dernier poste avant de monter ma boîte. Bah assez rapidement, bon bah tu sors et enfin, en fait t'as plus grand chose à faire quoi. Mais voilà, c'était un peu en trichant. La réalité, c'est que le mieux, ça serait de convaincre le management à faire du tech day, donc des jours dédiés à ça, pour pouvoir changer le monde plus facilement. Mais la réalité, c'est que le management, avec son manque de confiance en dev, pour des bonnes raisons des fois, a souvent du mal à dire, OK, on va vous donner une journée par sprint pour faire ce travail-là. Donc nous, en tant que craftsmen, eh ben, on a l'obligation, en fait, on a le devoir de faire ce travail-là, que le management soit d'accord ou non. Bien entendu, c'est mieux quand le management est d'accord, mais s'ils le sont pas, il faut quand même le faire. Après, le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est que quand on est jeune, souvent, on a l'impression d'améliorer les trucs de dette technique, mais en fait, on prend ce temps-là et en fait, on crée autant de problèmes qu'on en avait avant. Donc, surtout, il faut des équipes avec plus d'expérience, globalement. Hmm. Une question de Ahmed. Ouais. Pourquoi TDD et pas BDD ou un mix des deux? Alors, le BDD a été inventé par une équipe que je connais très bien qui s'appelle, j'oublie leur nom d'ailleurs, et d'ailleurs ils viennent d'être achetés, mais à la base, BDD a été inventé pour aider les gens à apprendre le TDD. Donc, quand on fait du TDD, il faut faire attention à ne pas créer l'inverse de ton code dans tes tests. Et du coup, il y a deux concepts. Et là c'est tout l'art du truc. Il y a quel est le behavior attendu de la classe et quels sont les, les détails d'implémentation. Et tout l'art du truc, c'est de trouver le behavior attendu et les détails d'implémentation. Donc, quand tu fais du TDD proprement et correctement, tu fais du behavior driven development. Après, behavior driven development, maintenant, ça veut dire plein de choses. Ça veut aussi dire écrire des tests en Cucumber. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ça te permet d'avoir une documentation qui vit. Et du coup, c'est intéressant. Mais en réalité, le TDD, le BDD, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous, ce qu'on attend quand on attend du TDD, quand je parle de TDD, bien entendu que je ne veux pas tester les détails d'implémentation. Parce que qu'est-ce que ça veut dire si je teste les détails d'implémentation? Ça veut dire que si je change quoi que ce soit dans mon code, que même si la fonctionnalité n'a pas changé, eh ben, ça pète tous les tests. Et c'est pas ça que je veux. Je veux pouvoir malaxer mon code au fur et à mesure pour que mon code soit toujours la représentation la plus simple du besoin actuel. Et du coup, si si j'ai testé trop de détails d'implémentation, à chaque fois que je bouge un truc, eh ben, ça pète tout. Et du coup, bah, en fait, c'est du feedback. Ça me dit, ah, bah là, j'ai pas changé le comportement, mais pourtant, j'ai pété tous mes tests. J'ai un problème. Mais ça, c'est des trucs qu'on apprend au fur et à mesure. Si on a une base de tests, à chaque fois que tu bouges un bout de code, ça pète 55 tests, bah, probablement que il y a beaucoup de détails d'implémentation qui sont testés et qui ne devraient pas l'être. Une question de Carole. Où trouver plus Oui. d'infos sur la méthode de TDD? Alors nous, déjà sur notre site web, alors on a deux choses. Donc déjà, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, j'ai mis mon Twitter. Bon, pour l'instant, je m'en sers pas suffisamment, hein, mais il faudrait que j'apprenne à m'en servir. Il y a mon Twitter, il y a mon LinkedIn, il y a notre site web, il y a aussi un lien pour des office hours. Donc ça, c'est 45 minutes avec moi gratuites
où on peut discuter de vos problèmes, échanger de vos problèmes actuels. Nous, ce qu'on a là-dessus, on a deux choses. On a une vidéo dans laquelle Sébastien, qui était supposé faire le modérateur, mais on a eu un problème technique. Donc Sébastien, qui travaille avec moi depuis 4 ans, a fait une vidéo sur comment résoudre un problème simple en TDD. On a aussi un blog post qui s'appelle qui est écrit en Node et Postgres pour faire du TDD. Donc, allez sur le site web, allez voir ce blog post-là. Et puis on peut en discuter, quoi. Parce que j'ai pas d'autres ressources pour le moment à vous proposer là-dessus. D'accord. Une question encore sur le TDD. Comment Ouais. procéder à l'approche TDD avec des développeurs pas convaincus du tout à l'approche? Alors le vrai problème, en fait, c'est que pour arriver au Graal du développement, en fait, souvent, il y a beaucoup d'aides techniques à résoudre avant même de pouvoir réfléchir à pouvoir appliquer le TDD. Donc, jour 1, quand moi j'arrive dans une équipe, il est très rare que je peux leur montrer du TDD, si ce n'est si on fait si on recommence tout à zéro. Et ça, c'est pas dans mon esprit. Enfin, c'est pas ça que je veux faire parce que ça m'aide pas à apprendre aux développeurs à réfléchir comme moi. Donc moi, je préfère rentrer dans l'équipe et dire, OK, pour arriver à faire du TDD, il faut déjà résoudre ce problème, résoudre ces problèmes-là, et ensuite expérimenter avec le TDD. Mais c'est sûr qu'en tant que management, si on dit, OK, aujourd'hui, on va faire du TDD, ouais, ils vont te regarder bizarrement, quoi. Parce qu'en fait, ils ont des problèmes qui sont plus prioritaires selon eux, et d'ailleurs selon moi aussi, qui, en fait, leur permettent pas de faire du TDD. Par exemple, juste à partir du moment où ça te prend plus de 5 minutes pour cloner ta repo et commencer à coder, là, tu as déjà un problème. Et du coup, forcément, le dev, il va vouloir déjà résoudre ce problème-là. Et parler de TDD, enfin, c'est tellement loin dans l'avenir pour eux qu'ils ne sont pas convaincus. Et ça se comprend. Ça se comprend. Après, à chaque fois où le contexte a été bon pour commencer à appliquer le TDD dans les boîtes où j'ai eu la chance d'intervenir, il y a eu très très peu de réticence. Hein. Bon, tu l'as le premier jour. Non, tu fais comme ça. Et tu es obligé d'être un peu ferme avec eux. Mais j'ai un exemple concret, justement, chez Arena Metrics. Le gars qui était le moins convaincu par le TDD, j'ai passé 2 jours avec lui et à la fin des 2 jours, c'est devenu le plus gros évangéliste dans la boîte du TDD, à tel point qu'il est devenu la police du TDD, quoi. Donc, on parle d'équipes qui deviennent test infected, infectées par les infected. Donc vraiment, ça arrive. C'est un truc que j'ai vu arriver plusieurs fois. Donc, pour, pour les gens comme ça, probablement que avant même de parler de TDD, juste commence avec les tech days. OK, quels sont les problèmes que vous voulez résoudre? Et laissez-leur le temps, une journée, pour résoudre ces problèmes-là. Et peut-être au fur et à mesure de ce temps-là, ils y arriveront. Après, il y a des gens têtus, mais enfin, les gens têtus, au bout d'un moment, ça crée des problèmes. Mais management, montrez-leur que you care about something more than just features. Montrez aux développeurs que il y a d'autres choses qui vous intéressent que les features. Et au fur et à mesure, on peut espérer que le mindset des développeurs eux-mêmes changeront avec le temps. J'ai une question qui vient d'arriver, je crois que c'est quel framework utiliser pour le TDD? Alors, ça dépend. Il y a plein de frameworks de test. Hein. En quel langage? C'est pas dit. Je sais pas moi. Enfin, ça va dépendre du langage, ça va dépendre de plein de trucs. Moi, j'aime bien. Alors, du côté JavaScript, j'aime bien Jasmine. J'aime bien Jest aussi. Pour les tests front-end, genre du React, j'aime bien Jasmine. Il y a un autre outil que j'aime bien qui s'appelle Mirage.js en JavaScript. En Ruby, je vais souvent utiliser RSpec. En Python, j'oublie le nom. Enfin, Il a dit Java. globalement, on s'en fout. Enfin, tant qu'on commence à écrire des tests, en général, on est obligé de commencer par des tests d'intégration. Donc déjà, la base de code arrive facilement sur son ordinateur local. Elle est seedée facilement avec des datas. Ensuite, on commence à faire des tests
très haut niveau d'intégration avec un truc comme Jasmine ou Casper ou PhantomJS ou des trucs très très haut niveau. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer à imaginer de pouvoir faire du TDD. Mais voilà, c'est pas la première étape, c'est le Graal, quoi. On peut pas y arriver tout de suite. Bon, bah en tout cas, c'est difficile hein, les événements comme ça, pas en live. Donc, je vous remercie tous pour avoir participé. Et merci à Gilles Ansel, hein. Merci de m'avoir reçu.